Thomas d'Assenbourg nous fait le cadeau d'être à nouveau dans le sommet de la conscience. Qui est-il? Conférencier d'exception, auteur de plusieurs ouvrages, notamment le best-seller Arrêtez d'être gentil, soyez vrai. Cette fois-ci, Thomas va nous parler de comment passer du changement individuel au changement collectif. Vous allez vous régaler avec cette conférence. Je vous souhaite, comme c'était mon cas, de goûter à chacun de ces mots. Cette conférence a été faite avec l'énergie et la pétillance de Thomas d'Assenbourg. Je vous laisse avec lui. Bonjour à chacune et chacun, je suis heureux de participer à ce 8e congrès du Sommet de la Conscience, heureux de pouvoir apporter ma petite contribution, si possible. Ma conviction, c'est que c'est incontournable, c'est inévitable. Déjà Confucius nous disait, si l'on veut la paix dans le royaume, faisons la paix dans la province. Si on veut la paix dans la province, faisons la paix dans la ville. Si on veut la paix dans la ville, faisons la paix dans le quartier. Si on veut la paix dans le quartier, faisons la paix dans la maison. Si on veut la paix dans la maison, faisons la paix à l'intérieur de nous. Cette réflexion qui a plus de 2500 ans est plus que jamais d'actualité. Nous avons besoin d'apprendre à pacifier cet espace d'humanité que nous sommes nous. Ce travail de discernement, de pacifique action sur soi, parce que ce n'est pas de tout repos, demande certains apprentissages, certaines pratiques pour pouvoir retrouver une façon d'être au monde qui soit pacifiante. Parce qu'il se fait qu'un citoyen pacifié se révèle un citoyen pacifiant, c'est-à-dire qu'il est activement pacifiant par sa façon d'être, par son attitude, par la bienveillance qui se dégage de son système de pensée, de ses interactions, par sa capacité d'empathie bien sûr, son goût de rechercher ce qui va créer du nous, rassembler les personnes. Et je rencontre de plus en plus aujourd'hui d'acteurs de changement qui ont vraiment envie d'être dans l'action, parfois même dans le militantisme, et qui mesurent que nous ne pourrons pas transformer nos façons de faire sans transformer nos façons d'être. Et au fond, Paul Václavic, le père de l'analyse des systèmes, nous le disait déjà quand il observait les systèmes relationnels que sont nos relations. Il disait, une des premières lois, c'est que si l'on fait ce qu'on a toujours fait, on obtient ce qu'on a toujours obtenu. Et ça semble évident, évidemment. Ça veut dire que si je veux faire autre chose dans la relation à moi, si je veux obtenir autre chose dans la relation à moi-même, je dois faire autrement. Si je veux autre chose dans la relation à mon conjoint, à mon ado adorable, ou à ma classe si je suis enseignant, ou à mon équipe de travail, je dois faire autrement. Si je veux obtenir autre chose dans ma relation à la terre, aux ressources, à la nature, je dois faire autrement. Tout le monde sera d'accord. Ceci dit, comment allez-vous faire autrement si vous pensez de la même façon? C'est juste impossible. La seule façon de faire autrement pour obtenir autre chose, c'est de revisiter le système de pensée qui a prévalu à cette façon d'agir et se dire, tiens, en pensant de la sorte, j'ai fait ceci et ça m'a amené à obtenir cela. Est-ce que ça me convient ? Sur le plan personnel, sur le plan de mes proches, sur le plan de la nature, de la terre, de la planète, sur ces trois axes. Si la réponse à cette question est non ou non pas vraiment, ben il est plus que temps que je revisite mon système de pensée et que je me dis je pourrais peut-être penser plutôt comme ceci pour faire plutôt cela et obtenir à ce moment-là quelque chose de cet ordre-là qui à ce moment-là peut-être sera plus bénéfique tant pour moi que pour mes proches, mon entourage, que pour la planète. Et ça, vous le voyez, ce pivotement à l'intérieur de soi-même, ça n'est pas nécessairement confortable. Et c'est pour ça que tellement de nos contemporains ont du mal à accepter de remettre en question ces habitudes, ces automatismes et à sortir de la zone de confort. Et en même temps, beaucoup de nos contemporains acceptent cette remise en question parce qu'elle est absolument salutaire et essentielle. Et on voit donc ce travail d'intériorité au bénéfice d'une citoyenneté nouvelle. C'est à cela que, évidemment, je nous encourage. Alors, je vous propose d'observer quelques programmations qui peuvent nous amener à penser d'une certaine façon, à agir d'une certaine façon et à obtenir un certain résultat. La première de ces programmations sont des programmations collectives. C'est l'habitude de voir un peu la vie comme une tragédie. Et c'est ce que j'appelle dans mon travail la culture du malheur. Et on peut comprendre qu'on se soit assez bien laissé plomber par des siècles de guerre. Tous les 30 ans, l'Europe en tout cas était un champ de bataille, et c'est le cas dans pas mal d'autres parties du monde. À côté de ça, il y avait la mortalité infantile, le manque d'hygiène, etc., beaucoup de tragédies, et on peut comprendre donc que le disque dur individuel et collectif soit un petit peu encodé par ce petit vaccin anti-bonheur. On n'est pas là pour rigoler. On est là pour en baver. La vie est une dure lutte, etc. Si peu ou prou dans votre tête circule cette petite formule, bien sûr vous essayez d'être plus joyeux, plus heureux, comme chacun des êtres humains je pense, toutefois la seule personne qui vous en empêche vraiment au fond, c'est vous, par ce qu'on appelle des mécanismes d'auto-sabotage, qui nous font
compromettre ce vers quoi cependant nous prétendons tendre de tout notre être. C'est ce qui fait qu'à une tablée familiale par exemple merveilleuse, où tout le monde pourrait s'enchanter, notamment aux périodes de fêtes de Noël, etc., eh bien il y a toujours une personne qui lève le dossier sinistre et tragique qui fait que tout le monde s'empoigne. Pourquoi est-ce que ça vient là au lieu de s'enchanter ? Pourquoi est-ce que quand on n'est pas d'accord, pourquoi est-ce qu'on argumente pour avoir raison, quitte à s'énerver et à partir en guéguerre, au lieu d'écouter tranquillement ? Ce sont des habitudes, c'est l'habitude de la culture du malheur, on n'est pas là pour rigoler, ça veut dire que nous sommes plus habitués à nous lamenter, à nous plaindre, à nous quereller, qu'à nous entendre, à nous réconcilier et à nous enchanter d'être là. C'est une habitude, c'est une programmation. Il est plus que temps de changer d'habitude. Catherine Guéguen, que beaucoup d'entre vous connaissent, et qui a écrit de beaux livres, dont j'ai eu la chance de faire la préface du premier sur l'enjeu des neurosciences dans l'éducation, nous dit très très clairement, nous sommes habitués à nous bagarrer, c'est entré dans les mœurs, c'est comme ça. Et j'identifie ça moi-même dans mon bouquin « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». Nous savons consacrer du temps à nous mésentendre, nous chamailler tous les jours, c'est normal, nous bagarrer, mais se réconcilier tous les jours, prendre du temps pour s'enchanter d'être ensemble, se témoigner mutuellement de la gratitude, fêter la chance que l'on a d'être en santé et en vie, eh bien c'est beaucoup plus rare. Il est plus que temps que nous changions cette première programmation et de passer de la culture donc du malheur à la culture de l'enchantement. Toutes les traditions convergent en nous disant nous sommes là pour trouver la joie profonde à travers les difficultés, pas d'angélisme. Si on n'est pas dans un monde de bisounours, à travers les difficultés, trouver quand même une joie qui demeure, une joie qui soit stable, qui permette un état de paix intérieure que l'on porte avec soi à travers les difficultés. Un état de paix intérieure stable, transportable et contagieux. Contagieux. Parce que c'est ça l'immense bénéfice citoyen, bien évidemment. C'est que les êtres qui développent une grande paix intérieure, la manifestent autour d'eux, et vous en connaissez bien des exemples, que ce soit le Dalai Lama, Mère Teresa, Nelson Mandela, etc. Il y a une paix qui est contaminante et rayonnante. Voilà la première programmation que nous avons besoin de démanteler. La deuxième résulte de la première, c'est l'habitude de voir les rapports humains comme des rapports de force, des rapports de pouvoir. Quand tout va bien, mais dès que ça ne va pas, dès qu'il y a une tension, une différence qui s'installe, très vite nous argumentons pour avoir raison. Ou nous fuyons dans notre grotte. Nous n'avons pas dépassé Cro-Magnon, Gourdin de l'argumentation pour dire j'ai raison, et ajouter encore un coup pour dire tu as tort. Ou fuite dans la grotte, bon ça va, j'achète la paix. Mais il n'y a pas rencontre. C'est surprenant de voir ça, et je vous invite de nouveau à vérifier ça. La prochaine fois que vous serez en désaccord, en différend avec votre conjoint chéri, votre amoureux, votre amoureuse, votre enfant, votre ado adorable, votre vieille maman, vérifiez lorsque ce différend apparaît, vous n'êtes pas d'accord, si ce qui circule en vous est une douce empathie bienveillante pour cet humain que vous chérissez et un grand goût d'accueillir sa différence. Hein? Vérifiez. Hein? Est-ce que ce qui circule en vous, dès le premier moment de désaccord, c'est pas une petite agitation cardiaque, une petite palpitation, un souffle un peu plus court, et plutôt de l'adrénaline qui vous fait préparer le gourdin pour avoir raison et pour asséner à l'autre qu'il a tort? Ou alors vous préparez la fuite dans votre grotte pour arrêter et éviter le conflit. C'est surprenant de voir ça. C'est des habitudes, vous voyez. On peut déprogrammer. Il n'y a aucune raison de ne pas goûter une jubilation à se rencontrer dans nos différences et surtout au-delà de nos différences. Ce qui fait qu'on participe à la vie, à l'être commun, au vivant. Nous avons besoin d'apprendre de nouvelles approches pour démanteler ça. C'était la deuxième programmation qui peut nous plomber notre système si nous ne le revisitons pas. La troisième, c'est l'habitude de vivre des rapports humains sur le plan sous l'axe de la méfiance. Attention, c'est nouveau, c'est différent, ces gens ne pensent pas pareil, ils n'ont pas les mêmes références, ils ne vivent peut-être pas les mêmes valeurs, ils ne mettent pas en place les mêmes comportements, est-ce qu'on va s'entendre? Et donc on vit plutôt dans la méfiance. Ce qui amène des mécanismes de contraction-fermeture plutôt que des mécanismes d'expansion, ouverture, confiance. Or aujourd'hui, on s'en rend bien compte, nous allons vers beaucoup de nouveautés. On est devant un tissage et métissage de population que l'humanité a pratiquement jamais connu. Des exodes et des exils, il y en a eu de tout temps. Mais les migrations de masse auxquelles nous assistons et auxquelles nous allons assister pour des enjeux de réchauffement climatique qui n'échappent plus à personne, vont faire que nous avons profondément besoin de cheviller en nous l'accueil de la différence, l'ouverture à la nouveauté, et donc la confiance dans la capacité à se rencontrer à d'autres endroits que nos habitudes, que nos zones de confort. Et de nouveau, vous voyez que ce n'est pas bisounours cette affaire, c'est du boulot, ça s'apprend. Ça s'apprend petit à petit.
Et pour ça, ça demande que nous y consacrions, que nous y préparions exactement comme on se prépare à pratiquer du football ou une langue étrangère. Dans mon petit bouquin que certains d'entre vous connaissent, La paix, ça s'apprend. Lorsque j'en fais une conférence, je l'intitule La paix, ça s'apprend, comme les maths ou le foot. Personne n'imagine maîtriser les maths, la discipline des maths ou celle du foot en quelques jours, en quelques heures, en quelques semaines, même en quelques mois. Nous savons qu'il faudra plusieurs années pour avoir une aisance, une maîtrise dans ces disciplines. On s'y implique, on prend des cours, on se fait conseiller, on travaille, la discipline s'instaure et avec le facteur temps, petit à petit, on maîtrise. Pour la paix, c'est pareil. Arrêtons de croire que la paix est un truc bisounours, gentillet, peace and love. Ça, c'est vraiment une façon d'éviter de se mettre au travail. Si on sait faire la guerre, c'est qu'on s'y discipline, figurez-vous. J'ai encore fait un service militaire moi-même comme officier chez les parachutistes. Ça fait 14 mois de discipline et après 14 mois, on me donnait éventuellement la mission de commander un peloton. Mais mon Dieu, quelle affaire! Si on m'envoyait au casse-pipe comme ça, avec la confiance du pays derrière, vous êtes un officier, allez-y, parce que vous avez suivi un bon entraînement. Imaginez la puissance qui est en nous si nous faisions 14 mois d'exercice de pacification. Et que nous puissions avoir la fonction d'entraîner derrière nous par des cours, par des formations, en disant, venez, on va se former à la pacification. Nous avons un pouvoir de transformation qui est aussi considérable que négligé. Nous ne pensons juste pas à mettre notre attention, nos compétences, notre intelligence, notre sensibilité, notre puissance au service de la paix. Il est plus que temps, je pense, que nous instaurions des pratiques de la paix depuis la maternelle dans toutes les écoles, évidemment, que tous les enfants qui vont à l'école aient l'occasion d'apprendre comment je me sens, qu'est-ce que ça dit de moi, quelles sont mes joies, quels sont mes élans de vie, quels sont mes talents que je peux mettre joyeusement avec le soutien des adultes au service de la vie communautaire, mais j'ai aussi besoin d'apprendre qu'est-ce qui m'attriste, qu'est-ce qui me peine, qu'est-ce qui me chagrine, qu'est-ce qui me rend seul, impuissant ou en rage, et que j'ai besoin de comprendre avant de faire payer ma colère aux autres. Vous voyez, nous avons largement dépassé les enjeux du développement dit personnel. C'est très réducteur de dire ça. Ce dont on parle, c'est du développement social durable. Une façon d'entrer dans la transition en revisitant les habitudes, les automatismes, les programmations qui nous font agir la plupart du temps de façon pavlovienne, action-réaction, plutôt qu'avec un peu de discernement. C'était la troisième programmation, les rapports de méfiance. Nous avons besoin de créer depuis l'enfance, depuis l'école, des rapports de confiance, et vous l'aurez perçu, gros changements à faire dans les systèmes scolaires pour sortir de la compétition, sortir de la célébration du meilleur qui a gagné face à ceux qui ont malheureusement perdu et qui nourrissent de l'amertume. Nous avons besoin de créer dès l'enfance des rapports de collaboration, d'entraide, d'empathie, d'intelligence collective où chacun sent que sa couleur est absolument magnifique et bienvenue pour la fresque qu'on va faire ensemble. Mais ça demande pas mal de transformation, vous voyez, par rapport à des habitudes. À travers ces trois premières programmations, il y en a une qui demeure très très présente et prégnante. C'est l'habitude de s'enrouler sur un je, me, moi, souvent égoïste et parfois même avide, face à un tu, te, toi vécu comme hostile, peut-être même menaçant. Et nous avons oublié le nous. Le nous fécond. Le nous solidaire, partagé, partageant, le nous empathique, le nous tribal, primaire, je dirais. S'il y a de l'humanité sur cette planète, c'est qu'il y a eu du nous, évidemment, pour la création d'un premier couple et d'une progéniture, mais également pour l'instauration de civilisation, de culture, construire des murs, faire des premiers chemins, arriver à chasser ensemble, arriver à embellir la vie, arriver à construire une maison, faire du feu, etc. Et puis inventer évidemment les arts, la culture. Nous avons eu besoin du nous. Et aujourd'hui, dans une société où tout le monde s'est enrichi matériellement, ben on l'oublie. Et c'est vraiment urgent de retrouver le sens du nous. Voilà 4 programmations dont nous avons la grande capacité de nous défaire si nous les mettons comme objectif. Je veux me défaire de ça dans les rapports aux autres. Je ne veux plus de rapport de force, je ne veux plus de rapport de méfiance, je ne veux plus de je me moi face à tu te toi. Je cherche du nous. Et ça change, vous vous en doutez, significativement la façon de traverser les querelles de couple. Je suis en couple depuis 20 ans avec Valérie et ça ne nous empêche pas d'avoir des querelles. Et évidemment, on n'est pas toujours d'accord, on n'est pas dans un monde de bisounours et nous avons chacun un caractère bien trempé. Ce que nous pouvons apprendre à développer, c'est la capacité à rendre les conflits féconds. Et ça se fait par l'écoute et la capacité à accepter qu'on est d'accord, qu'on n'est pas d'accord, et ça n'est pas grave.
On ne confond pas, on ne confond plus désaccord et désamour. Et on introduit dans nos processus de rencontre le facteur temps. Je n'ai pas besoin d'une décision là tout de suite, et je n'ai surtout pas besoin que tu te rallies pour être gentil à ma position. Je n'ai pas non plus envie de me rallier pour être gentil à la tienne. On est d'accord qu'on n'est pas d'accord, laissons mijoter et demander au temps son inspiration, et pas seulement au temps, vous vous en doutez, mais laissons le souffle passer là-dessus, laissons le souffle nous inspirer, spire, en sanskrit le souffle, en sorte que demain ou après-demain on revienne sur le sujet. Et je peux vous assurer que j'ai accompagné tellement de personnes qui ont accepté de mettre l'ingrédient du temps dans leur processus de traverser des conflits, avec confiance et lâcher prise par rapport au résultat, je veux ce résultat, mais non, je lâche prise, et qui ont réalisé, notamment par exemple avec des conflits avec les enfants et les ados, que s'ils ont pu se parler sans vouloir décider, eh bien l'ado lui-même revient 2-3 jours plus tard en disant « Tiens papa ou maman, ce que tu proposais, c'est peut-être pas si bête que ça, j'y réfléchis. Ah tiens, mon garçon ou ma fille, eh bien, ce que toi, à quoi tu tenais tellement et qui me dérangeait, c'est peut-être pas si bête non plus. Et nous allons nous rencontrer à un autre endroit. Il y avait une position, une deuxième position, et tout d'un coup, une troisième voie rassemble peut-être les énergies des deux. Je ne vous demande pas de me croire, mais peut-être de l'essayer. Merci. Alors, nous sommes en train de vivre un changement de société global et il semble bien qu'effectivement tous les secteurs soient concernés. C'est clair. C'est clair, les gens de ma génération, j'ai la soixantaine, ont grandi dans une société assez basique avec une tension entre le bloc soviétique et le bloc occidental qui était assez simple, assez dichotomique, mais simple à comprendre. Le méchant était d'un côté, le bon soi-disant de l'autre, c'était comme ça. Et des piliers stables, l'Église, l'État, le monde politique, l'armée, etc. Et ces dernières années, toutes ces choses s'ébranlent. La menace n'est plus dans cette dichotomie, mais elle se trouve un peu partout avec le terrorisme. Donc à tout moment, nous pourrions être pris par de la violence très soudaine, comme nous l'avons vu ces dernières années malheureusement. Et également ces grands piliers qui assuraient une stabilité, disons au moins de l'ambiance de la société, sont assez fort démantelés. La confiance dans le monde politique s'essouffle fort. Les religions n'ont plus l'impact qu'elles ont pu avoir un certain temps. Les gens cherchent une vie spirituelle qui leur parle de façon plus personnelle, plus vivante et leur permettent de mieux vivre les enjeux quotidiens de la vie et ne trouvent pas forcément dans les religions les clés pratico-pratiques pour mieux vivre et ainsi de suite. Et donc devant ce démantèlement de certaines institutions, il y a une ambiance un peu mortifère. Des choses s'en vont, des choses se meurent. Une certaine civilisation est en fin de course. Nous le percevons bien et qui le perçoit particulièrement, je crois, à ma connaissance, ce sont les enfants et les adultes qui trouvent que le climat n'est pas très joyeux et qui peuvent être sensibles, si pas hypersensibles à cela. Et c'est pour ça que c'est extrêmement précieux que nous, adultes, développions une vie intérieure suffisamment ancrée, profonde et inspirée pour se révéler inspirante et que nous puissions transmettre cette conscience que sans doute on est à un moment de bascule entre deux mondes, et ce n'est pas moi qui dis ces mots-là, hein, ce sont des prospectivistes et des chercheurs que sans doute vous connaissez. Nous serions à un moment de bascule aussi significatif qu'entre le Moyen-Âge et la Renaissance. Bon, ça veut donc dire qu'il y a une fin et un début. La fin est assez claire, on voit des mécanismes d'intégrisme, de repli d'extrême droite, des mécanismes de peur du futur, du changement et donc de recours et de retour à ce qu'on connaît, c'est assez familier dans ces transitions, et en même temps ce qui est en train d'advenir, le nouveau monde, les nouveaux paradigmes, n'est pas encore très clair, en tout cas pour le grand public. Et donc nous avons besoin, nous, adultes, je pense, enfin tout le monde bien sûr, d'être particulièrement vigilants à percevoir les signes faibles de changement, les signaux qui commencent à apparaître, mais c'est comme au printemps, la première brise du printemps, la première pousse est toute fine et toute menue, ça la demande de l'acuité de conscience, de percevoir, ah, ça a été l'hiver, on est passé à côté d'une période rude, mais on commence à sentir le tressaillement d'une saison nouvelle. Le tressaillement d'une saison nouvelle. Et j'ai cette chance dans mon métier de rencontrer énormément de tressaillements d'une saison nouvelle, énormément de mouvements de transformation, énormément d'acteurs de changement social,
très impliqués, avec une conscience très éveillée, avec un travail sur soi permettant de créer des groupes dans lesquels on s'écoute, on se parle, on s'entend, on sait comment traverser les conflits, on n'en a pas peur, on les sent comme étant féconds, l'occasion de passer à des paliers de conscience plus grands. On a une vision généreuse du monde que l'on commence à créer en l'appliquant dans sa propre vie. Et je suis donc personnellement très soutenu dans ma démarche parce que je vois combien de vies se transforment pour créer ce monde-là. Et donc, je souhaiterais nous encourager, si nous sommes perdus avec parfois des relents d'amertume ou de peur par rapport au changement, je voudrais nous encourager à nous relier à des groupes de personnes qui sont en train de faciliter ce changement, de le créer, de le co-créer. C'est dans cet esprit que j'ai proposé un groupe Facebook sur le thème du bouquin écrit avec David Van Reybrouck, La paix ça s'apprend, groupe Facebook, La paix ça s'apprend, pour mutualiser les pratiques, les clés, les processus, les lectures, bien sûr les inspirations vers la paix, en sorte que nous ne nous sentions pas tout seuls dans ce cheminement-là. Parce que c'est, vous le savez, l'illusion la plus souffrante et la plus déconnectée de la réalité, c'est l'impression d'être tout seul. Tellement de gens souffrent de ce que je ressens, personne ne le sentirait, ce que j'ai vécu, personne ne l'a vécu. Ma souffrance est unique. Attends, nous sommes des milliards d'êtres humains et parlons-nous, échangeons, rencontrons-nous et réalisons que nous vivons pratiquement tous le même genre d'enjeux. Parfois dans des dosages un peu différents, mais il y a des différences de degré, mais pas de différence de nature. Et donc je nous encourage à accueillir le changement qui vient et à savoir comment en parler à nos jeunes pour qu'ils puissent eux-mêmes, s'ils sont hypersensibles à ces climats mortifères, sans dire que c'est juste que certaines choses s'en aillent pour permettre à d'autres d'arriver. Et je nous encourage évidemment à ne pas nous battre contre ce qui de toute façon est en train de s'écrouler, mais à mettre notre énergie à jardiner ce qui est en train de pousser. En tout cas, personnellement, c'est le choix que je fais, encourager les projets rénovateurs et ne pas me battre contre ceux qui sont encore en place, mais qui commencent en train de s'essouffler. Voilà une façon pour moi d'accueillir la transition dans laquelle nous sommes tous embarqués, en gardant la confiance que nous, humains, avons une énorme capacité de résilience et que ce n'est pas la première fois que l'humanité traverse des secousses et que assez souvent, ces secousses, si on en juge par la vie individuelle, quand nous avons des secousses dans nos vies individuelles, elles sont éprouvantes au moment même bien sûr, elles sont douloureuses, toutefois la plupart du temps nous pouvons réaliser qu'elles ont été bénéfiques, elles nous ont permis de casser des coquilles d'ego, d'ouvrir des pistes, des ouvertures de conscience que nous n'aurions peut-être pas eues s'il n'y avait pas eu ces secousses. Et donc je nous propose d'être confiants. En côtoyant beaucoup de gens en changement, en mutation de vie, en transformation profonde, ayant décidé vraiment de s'aligner sur la vraie personne qu'ils sont, en comprenant donc le personnage pour s'en défaire petit à petit, qui ont décidé de s'aligner sur ce que j'appelle dans mon travail, certains d'entre vous le connaissent, le fil rouge de l'existence, notre élan de vie. En côtoyant de plus en plus des personnes comme ça, je me rends compte que de plus en plus de gens ont envie de vivre des valeurs communes, de solidarité, d'empathie, de partage, d'accueil de la différence vécue et pas juste prônée, d'écoute évidemment, de capacité à restaurer de l'harmonie. Ça ne veut pas dire qu'on est accro à l'harmonie, ça veut dire qu'on sait que le sens de la vie c'est quand même de remettre de l'harmonie et quand il y a disharmonie, eh bien, on travaille à la ramener plutôt qu'à empirer la chose comme souvent nous le faisons dans notre culture du malheur. Donc le goût de restaurer l'harmonie en acceptant les moments de chaos qui font partie de l'existence, pas d'angélisme de nouveau par rapport à ça. Et donc des rapports d'équité, des rapports où on peut générer des ressources et on peut faire de l'argent. L'argent n'est évidemment pas un mal en soi s'il est respectueux de tous les niveaux de production et particulièrement évidemment de la planète et s'il est joyeusement partagé de façon équitable. Et donc je rencontre notamment des entrepreneurs sociaux qui œuvrent, j'aime ce mot, ils œuvrent à créer ce monde-là, un monde où chacun trouve sa place, apporte sa couleur, connaît ses talents et sait comment les mettre en route, trouve de l'aide si ce n'est pas le cas et est accepté dans sa différence sans jugement, sans attente de résultats, une société dans laquelle la qualité des liens
prime sur les résultats, le lien d'abord, la relation d'abord, le résultat ensuite, ce qui est, certains le savent, la petite devise de la communication non violente, hein, qui est juste à l'inverse, vous l'aurez perçu, de nos habitudes mentales qui nous font dire le résultat d'abord, et la relation s'il reste du temps, mais il y a quand même plus de temps, donc c'est pas grave, et on néglige beaucoup, on violente, on maltraite en tout cas. Oui, ce qui nourrit ma vision du changement à venir, c'est notamment par exemple de donner des formations depuis bientôt 4 ans et demi, 5 ans, à des jeunes entrepreneurs sociaux, enfin ils ont entre 25 et 40 ans, et ils sont engagés dans des projets équitables, de circuits courts, d'habitat groupé, d'insertion de délinquants, de récupération de légumes dits moches, etc. Toutes sortes d'entreprises qui génèrent des ressources, mais de façon équitable et avec du sens. Avec du sens. Il n'y a plus personne là-dedans qui est intéressé à faire du fric pour soi. L'idée, c'est de bien vivre ensemble joyeusement. Et j'observe, puisque souvent ces personnes vivent en réseau, qu'il y a énormément d'écoute mutuelle, énormément de respect de la différence. Quand j'anime des formations, j'ai pas besoin de leur dire écoutez l'autre en le laissant finir sa phrase. Ils ont déjà cette hygiène de vie. On respecte l'autre. Je souhaite être respecté dans ma phrase et j'aime bien pouvoir aller jusqu'au bout. Ben, je te respecte dans ta phrase, je te laisse aller jusqu'au bout. Et même, j'ajoute à ça que je vérifie si je t'ai bien compris avant d'apporter mon argument. Et donc, il y a une hygiène relationnelle que je trouve absolument magnifique et féconde, parce que les climats sont des climats de nous. On n'est plus dans le je sais par où ça va et tu ne sais pas et tu vas exécuter mes instructions. Et plus du tout, on est dans une intelligence collective qui avance ensemble, avec donc une force qu'il n'y a pas lorsqu'on vit dans des rapports pyramidaux, comme malheureusement on a pu le vivre depuis des générations. Je ne dis pas que la pyramide n'a pas pu être performante pour tenter de créer du bien-être à large échelle. Toutefois, elle est manifestement obsolète aujourd'hui et il est temps d'inventer d'autres façons de prendre la décision. Et c'est bien sûr en cours, comme beaucoup d'entre vous le savent, notamment par le biais de l'entreprise libérée et ces enjeux-là. Ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Ce que je veux dire pour la vision, c'est que ces êtres humains réalisent de plus en plus qu'ils appartiennent à un monde, qu'ils ne sont pas séparés, que l'on ne peut plus considérer la terre et la matière comme une chose inerte. La terre, la matière est un organisme vivant qui a ses cycles, ses saisons, sa présence, et nous avons absolument besoin de respecter cela. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que la physique quantique nous confirme ça, que la matière est vivante et qu'elle est vibratoire et que nos états de conscience peuvent inférer là-dessus. De nouveau, ce n'est pas l'objet d'entrer dans cette étude-là, mais j'ai la conviction que nous allons entrer dans une ère où nous allons apprendre à nous sentir vivants dans un monde vivant, et respecter la nature à l'intérieur de nous-mêmes de façon telle que, évidemment, nous allons respecter la nature dans le cœur de l'autre et dans la nature, ce qu'on appelle la nature autour de nous, dont nous ne sommes pas séparés, dont nous faisons intégralement partie, et qui est manifestement, aux yeux de beaucoup de nos contemporains, ça c'est aussi un élément de la vision que j'ai et que je perçois, beaucoup de nos contemporains perçoivent cette notion de souffle, ce qu'on peut élargir à la notion de spiritualité. Nous appartenons à un projet beaucoup plus vaste que nous. Merci. C'est ce que croient beaucoup de gens et ce n'est pas complètement faux. Parfois, il est urgent de manifester son mécontentement, exactement comme dans un couple, dans une famille, dans une équipe. Il est précieux par moment de pouvoir faire de sainte colère, hein, la non-violence. J'espère que vous le savez, la non-violence, c'est pas la non-colère. Hein. C'est la colère utile et transformante, c'est la colère pour. Et de même, la non-violence, ce n'est pas la non-vigueur. La non-violence, c'est la vigueur au service et pas contre. Et donc, je peux comprendre que par moment, des manifestations soient absolument nécessaires pour secouer un peu les léthargies, les endormissements, les anesthésies parfois collectives que nous vivons. Et on le voit bien aujourd'hui, puisque beaucoup de manifestations se font dans la rue et qu'il semble que les jeunes soient plus éveillés que les adultes, ce qui est une véritable inversion par rapport à des siècles et des siècles de transmission. Alors c'est vraiment intéressant ce qu'on vit à ce point de vue-là. Ce reverse monitoring, comme on dit, hein, l'éducation par les plus jeunes à l'inverse. Toutefois, si effectivement la manifestation et la contestation peuvent être des moyens, j'ai aussi la profonde conviction, et vous aurez sans doute déjà entendu cette réflexion, qu'une bonne façon de se débarrasser d'un système, c'est de le rendre obsolète, dépassé, périmé, comme un yogourt.
il n'est plus d'actualité. Et donc, de travailler à créer le nouveau système qui sera infiniment plus inspirant, plus juste, plus entraînant. Et je ne dis pas que ça se fasse d'un coup, je dis seulement qu'à côtoyer, comme je l'ai dit précédemment, des personnes qui sont dans ce système, je sens qu'ils attirent du monde vers eux et qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont envie de fonctionner comme ça et qui sont fatiguées des rapports de force, qui veulent des rapports de collaboration, qui sont fatiguées des rapports de méfiance, qui veulent des rapports de confiance et ainsi de suite, qui sont épuisés d'être dans du je, me, moi et du tu, te, toi et qui veulent du nous. Et donc, plus nous allons par nos façons d'être, davantage encore que par nos façons de faire, évidemment. Mais la façon de faire va traduire notre façon d'être. Plus nous sommes alignés dans ces nouvelles valeurs, plus j'ai la profonde conviction que nous pouvons avoir un effet d'entraînement. J'ai la grande conviction que nous pouvons toucher une sorte de masse critique qui tiendrait un effet de bascule et d'entraînement. J'aime croire à cela en tout cas, qu'il n'est pas nécessaire que la majorité des personnes se transforment pour que le système se transforme. De nombreuses expériences nous confirment que si une minorité suffisamment imprégnée d'un nouveau paradigme, d'une nouvelle conscience, le vit et l'instaure dans sa vie quotidienne, ça a un effet de bascule et ça peut entraîner le reste de la population. Beaucoup de recherches ont été faites dans ce sens, j'en parle un peu dans mon bouquin du jeu au nous, je ne vais pas refaire le débat ici. Toutefois, ça peut nous encourager à nous dire, mais continuons là où nous sommes avec les moyens que nous avons, même menus, même perdus dans une campagne au bout du monde, faisons ce qui nous paraît juste parce que nous sommes tous interreliés. La physique quantique nous le redit, Erwin Laszlo nous le rappelle, le cerveau fait des vagues, nous dit-il. Nous sommes un émetteur-récepteur, nos états de conscience ne regardent pas que nous. Nous pouvons, par des états de conscience de plus en plus élevés, de plus en plus généreux, de plus en plus habités du goût du nous, d'être tous ensemble conscients d'être les passagers d'un immense vaisseau qui s'appelle le cosmos, et donc sans différence entre les règnes minéraux, végétaux, etc., mais dans un accueil de tout ce qui est vivant. Si nous sommes habités de cette conscience-là, eh bien nous nous relions à d'autres personnes qui sont dans le même climat. Et c'est un des témoignages que j'ai la plupart du temps dans mes conférences, qui peuvent rassembler du monde, comme certains le savent, que les gens se disent « Ah bon, t'es là, t'es aussi dans la conférence de Thomas, tiens, et toi t'es là ?» Ah ouais, figurez-vous que j'ai vu ma voisine, j'aurais pas cru que… Eh ben si, eh ben voilà, de plus en plus de gens s'intéressent à ces choses, s'éveillent à ces choses, veulent se former à ça, avoir de nouveaux outils, et nous ne sommes donc pas seuls. Voilà donc ma proposition pour faire autre chose que simplement la constatation, mais commencer à s'aligner vraiment sur ces valeurs et apporter là où nous sommes les valeurs auxquelles nous tenons. Peut-on imaginer un monde sans devoir ni obligation? Il me semble qu'on peut en tout cas l'imaginer en termes de besoins, plutôt de valeurs. Nous avons besoin de contribuer au bien-être les uns des autres, on ne s'en sort pas tout seul. Et personnellement, je ne me suis jamais occupé de mes enfants par devoir, je me suis occupé de mes enfants par profond besoin d'en prendre soin. De les aimer, de les chérir, de me réveiller la nuit s'ils pleurent, de changer les draps de lit s'ils ont eu un petit problème nocturne, et ces choses-là. Je n'ai jamais fait la moindre chose par devoir. J'ai toujours senti un immense amour, une gratitude pour la chance d'avoir eu des enfants et de pouvoir en prendre soin moi-même. Et donc je nous invite à voir que la notion de droit et devoir a pu nous aider à faire les choses qui étaient à faire, et cependant nous pouvons les faire dans un autre esprit que le devoir ou l'obligation. Ceux qui ont pratiqué de la communication non violente savent qu'un des chapitres est de démanteler l'habitude de faire les choses parce qu'il faut et de rejoindre l'endroit où on les fait parce qu'on y tient, parce qu'elles ont du sens, parce que c'est fondamental pour nous, à nos yeux, pour nos valeurs, d'agir dans ce sens-là, même si ce n'est pas tout confort. C'est pas il faut que je m'occupe de mes enfants, c'est j'ai besoin de m'en occuper. Même si effectivement le soir en rentrant de mon travail, etc., je préférais avoir un temps de yoga ou de méditation ou d'aller me promener. J'écoute cette partie de moi pour la rendre vivante et ne pas la négliger, et je me donne rendez-vous pour la promenade ou le yoga le week-end. Mais là, le soir, effectivement, je tiens à ce que mes enfants aient un bon repas et à ce qu'on se parle et qu'on se rencontre et qu'on crée un nous fécond entre nous. Donc je me rends disponible pour ça. Rien de bisounours là-dedans, hein. Vous l'aurez de nouveau perçu, revenir du travail avec les tensions, les frustrations, les agacements, mais aussi, heureusement, les joies par moment de notre journée de travail, et arriver à être disponible, tendre, affectueux pour les enfants à la maison, c'est du boulot, hein. C'est de l'hygiène de conscience, vous voyez bien que ce n'est pas bisounours. Eh bien, je crois que nous pouvons vraiment apprendre
à développer cette capacité-là. Il se fait que parmi nos besoins, il y a vraiment celui d'être responsable. Nous aimons être responsables, nous aimons nous engager, nous aimons prendre en main, nous aimons voir un accomplissement, nous aimons contribuer, nous aimons chérir. Et donc si nous transformons les devoirs et obligations en termes d'élan de vie, de joie de contribuer, nous sommes infiniment plus portés. Personnellement, je vois beaucoup de personnes qui développent une énergie tout autre, beaucoup plus porteuse, beaucoup moins usable, parce que tout d'un coup ils réalisent qu'ils font les choses par amour et ils ne le savaient pas, ils étaient piégés dans une habitude de penser, dans un système de pensée, dans un mindset comme disent les Anglais. Et je nous encourage donc la prochaine fois que nous dirons j'ai des devoirs et des obligations, il faut, je dois, etc., à décanter et à aller voir en termes de besoins de quoi s'agit-il. Parce que ça permet de faire un tri entre des faux devoirs qui sont parfois juste des habitudes, des croyances limitantes, mais qui ne sont pas forcément habitées d'amour. Alors tentons de faire les choses par amour. C'est les apprentissages à faire. Je le redis, on n'apprend pas les maths ou le foot en une après-midi, ni langue étrangère, ni même la conduite d'une voiture. Même si on est impatient de conduire, ça demande du temps, de l'implication, des efforts. Et petit à petit, ça s'intègre. Et au début, c'est un peu théorique, un peu machinal, et petit à petit, ça devient automatique. Eh bien, je vois que dans l'apprentissage, par exemple, de la communication non violente, qui est une des approches de pacification, c'est évidemment pas la seule, mais c'est celle que je connais le mieux. Au début, c'est un peu pénible, c'est même un petit peu machinal, un peu pas spontané, et puis ça s'intègre petit à petit et ça devient fluide, ça devient une évidence, ça devient une façon d'être, de se mouvoir comme on se meut avec sa voiture dans le trafic en ne pensant même plus aux opérations que l'on fait techniquement, et exactement comme on peut avoir une aisance dans une nouvelle langue en ne devant plus chercher son vocabulaire et ses formules parce qu'elles sont bien intégrées. Et j'imagine que le joueur de foot a la même aisance avec son ballon, il réfléchit pas à ce qu'il fait, ça se fait, il le sent, il le vit, ainsi de suite. Et donc le message que j'ai envie de vous partager, c'est mettons-nous en route pour transformer nos habitudes de pensée qui nous ont fait faire d'une certaine façon et obtenir un certain résultat. Transformons ces habitudes de pensée individuellement et collectivement pour pouvoir créer un monde dans lequel on vit les valeurs que l'on prône. Et, autre démarche, faisons remonter aux personnes qui ont du pouvoir, les gens qui ont la capacité à prendre des décisions, à changer les choses, et ça commence par les écoles, les directeurs d'école, les professeurs, mais ça peut aussi se trouver dans les églises, les paroisses, les mosquées, etc., les temples, les synagogues, les personnes qui ont un certain pouvoir de diffusion d'un message, mais également les hôpitaux, les administrations, les ministères, mais aussi les entreprises, etc. À tout endroit où il y a des êtres qui ont un pouvoir de décision, de transformation, faisons passer le message que nous avons tous besoin d'apprendre à être en relation. À être en relation avec soi, toutes les parties de soi, à être en relation avec l'autre, toutes les parties de l'autre, et en relation avec la vie, l'univers. Le souffle, Dieu, vous mettez le mot que vous voulez sur cette troisième dimension, et que la relation, malheureusement jusqu'ici on ne l'a pas encore apprise à l'école, mais qu'il est temps de le faire. Et imaginez simplement la belle émeute citoyenne, si vous me permettez cette expression, une belle émeute citoyenne bienveillante, si partout à travers le monde, les citoyens allaient demander des cours de connaissance de soi, des cours d'empathie pour l'autre, des cours de gestion des émotions, des cours d'intelligence émotionnelle et de négociation non violente des conflits. Imaginez simplement le pouvoir de transformation que nous avons. Je vois là une belle manifestation, pour reprendre le thème d'une des questions précédentes, manifestons de cette façon en demandant des outils pratico-pratiques là où nous sommes. Et c'est vraiment pas une question de budget, franchement. Une petite salle, quelques heures de formation, il y a des formateurs dans toutes sortes d'approches à travers le monde qui seraient enchantés de mettre leurs compétences au service, parfois même bénévolement pour aider à créer cette masse critique. Nous avons un énorme pouvoir de transformation. Merci beaucoup.